Les amis, s'il y a bien une question qui revient très souvent, mais très régulièrement sur la chaîne, c'est la question de l'architecture africaine. C'est quoi l'identité africaine que les gens ne cessent de réclamer sur la chaîne? Eh bien, dans cette vidéo au format vlog, on va en parler. La dernière vidéo de ce type que j'ai faite sur le format vlog vous a particulièrement intéressé, ça vous a particulièrement plu. Donc, à partir de maintenant, on va essayer de faire une vidéo de ce type par mois. Je vous présenterai des projets, des nouveaux trucs, des choses que vous n'avez pas souvent l'occasion de voir. Bon, comme à notre coutume, on va déjà chercher un truc à boire, ensuite on se pose au bureau et on travaille. Dire bonjour à Saturne, admirer la lagune de Vénus et Neptune. Bien. Là, ce que vous voyez là, c'est un cahier des charges. Attendez, je ne sais pas si vous réussissez à voir, mais il est juste là, je vais pas vous montrer, mais en gros c'est un cahier des charges, c'est une feuille sur laquelle mon client, l'une de mes clientes, dit son programme. Voilà, moi je veux une maison, je veux une maison de tel type, voilà, chambre, salon, voilà. Ce qu'elle me donne, elle me donne son programme et moi je transforme son programme en plan, en espace, en surface. Et donc là c'est pour la phase 1, je vais travailler ça dans pas longtemps. Mais avant tout, je fais déjà cette vidéo aussi où on va parler principalement de l'identité africaine. Pour certains, l'architecture africaine ou l'identité africaine, c'est faire une décoration d'intérieur avec des objets traditionnels africains. Pour d'autres, l'architecture africaine, c'est calligraphier, dessiner sur des murs avec des signes et des motifs de différents sens. Une autre catégorie de personnes pense que l'architecture africaine, c'est construire avec des matériaux ancestraux, c'est-à-dire des matériaux comme la terre, des matériaux comme la paille. En réalité, vous savez, les anciens construisaient de la sorte à l'époque parce que c'était la seule façon de faire. Bien entendu, ce n'est pas qu'un phénomène isolé à l'Afrique, c'est également présent en Europe, en Asie. La plupart des anciens construisaient exactement de la même façon. Et tout cela parce que l'architecture est née d'un besoin primaire de l'homme, le besoin de se protéger de la nature, de se protéger de l'extérieur, de se protéger du danger à l'extérieur. Il y avait aussi ce besoin de se protéger des intempéries, c'est-à-dire qu'on se protège des intempéries avec quoi? Avec un toit. On se protège de l'extérieur, du vent, de la pluie, etc. Avec quoi? Avec des murs. Donc les principales constructions à l'époque, ça remplissait les principales fonctions de l'homme pour la maison, pour l'habitat, c'est-à-dire se protéger du danger et aussi des intempéries. C'était donc la pensée primaire, avec un instinct concentré sur la survie. Revenons un peu en arrière, faisons un peu l'histoire sur ce que peut être l'identité africaine. Après avoir parlé de l'objectif primaire, revenons un peu sur les origines. Alors, avant la période de la colonisation, il existait déjà des maisons en Afrique, c'est-à-dire qu'il existait déjà des abris, il existait des royaumes qui étaient complètement construits. Mais alors, à cette époque, quelle était l'architecture utilisée pour faire toutes ces constructions? Mais avant tout, sachez que la colonisation a détruit beaucoup de ce qui était considéré comme les constructions africaines, au profit des nouvelles constructions européennes qui devaient ressembler à l'architecture en Europe. Donc c'est ce que la colonisation a importé principalement en Afrique, en rasant complètement de la carte la majorité des constructions africaines de l'époque. Mais en réalité, l'architecture, le terme même vient de l'Occident. C'est un ensemble de techniques de construction qui allient normes et techniques. Et ensemble, ça crée l'architecture. Chose qui était dépourvue les constructions anciennes en Afrique. Manque de normes réglementaires pour pouvoir acheminer à la mise en place des bâtiments. En analysant ces images, les amis, on se rend compte qu'à l'époque, finalement, ces constructions anciennes, ça c'est une image de la Haute-Afrique française en Haute-Guinée, sans pleine colonisation. Et donc ici, on va se rendre compte que les constructions anciennes, elles étaient exactement comme ce qu'on appelle vulgairement les constructions du village. C'est-à-dire qu'on avait ce principe primaire de survie, c'est-à-dire le mur pour se protéger, donc l'abri pour se protéger de l'extérieur, du danger, des animaux, du froid, du chaud, etc. Et le toit pour se protéger de tout ce qui est intempéré comme le soleil, les rayons de soleil, la pluie, etc. Et donc, ce qui veut dire que les constructions anciennes africaines étaient principalement basées sur l'instinct de survie. C'était complètement dépourvu de ce qu'on appelle architecture à l'occidentale. Il y a également très peu d'archives sur le sujet, mais néanmoins, quand on va voir la majorité de ce que j'ai pu trouver comme archives, on avait principalement des maisons qu'on appelle des cases, on a des toitures en paille avec des murs en terre. Et c'est-à-dire que ce genre de construction, c'était très commun et très courant dans des groupements de villages. Ici, on est en Guinée, mais j'en ai trouvé pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Congo, etc. Tous les pays qui ont un peu de traces. Et quand ils faisaient des bâtiments un peu plus grands, c'était ce genre de bâtiments qui étaient souvent représentés comme des bâtiments religieux, comme des mosquées, des endroits de culte, etc. Et ça, c'était des bâtiments en terre. C'était plusieurs différentes techniques de construction. C'était le mélange terre, bambou, etc. qui faisaient des bâtiments assez hauts. Parce que sinon, dans le grand ensemble, la majorité des bâtiments, c'était ce genre de construction avec une grande toiture, mais vraiment très grande, pour pouvoir se protéger de tout ce qui est événements comme pluie. Et ensuite, on a juste en bas,
on a parfois ça descendait jusqu'en bas et parfois ça arrive là. Et c'est le même constat qu'on va faire si jamais on part de l'autre côté de l'Amérique aux Amérindiens. On va revenir à l'époque préhistorique de l'Europe. Bon, l'Europe s'est développée quand même très vite, hein. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le vieux continent. Mais quand on parle de l'Asie, etc., c'est vraiment les premières techniques primaires que les gens utilisaient. C'était le principal de se protéger de la pluie, des intempéries, se protéger du danger, etc. C'était simplement un instinct de survie. On ne faisait pas les maisons pour pouvoir avoir une belle maison, on les faisait pour pouvoir avoir un toit où s'abriter. Donc ça, c'est la principale fonction. C'est même, je pense, le premier cours que les étudiants en architecture ils étudient, c'est le principe même de s'abriter. Par contre, on va également noter une chose très intéressante, c'est que ces peuples-là savaient trouver les bons matériaux au profit de l'environnement dans lequel ils étaient. C'est-à-dire qu'ils savaient trouver la bonne terre, savaient trouver les bonnes feuilles de paille, etc. pour pouvoir faire ces constructions. C'était des principes très ingénieux, ce qui veut dire que les gens n'étaient pas dépourvus de connaissances à l'époque. Donc les matériaux locaux de type terre, de type paille, de type bambou, etc., ce ne sont pas des matériaux propres à l'Afrique, ce sont des matériaux mondiaux qu'on va retrouver en Asie, qu'on va retrouver en Europe, qu'on va retrouver en Afrique. Exactement pareil. Ce sont des matériaux qui sont vraiment adaptés à leur environnement et qui finalement, on va retrouver une meilleure expérience de vie par rapport aux matériaux nouveaux, aux matériaux beaucoup plus modernes qu'on utilise aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple, c'est si jamais vous êtes dans un monde où il n'existe pas de viande, mais pas du tout. Il est clair que vous allez vous nourrir avec ce que vous allez trouver. Vous allez voir des feuilles, vous allez vous nourrir, vous allez être principalement végétarien, s'il n'y a pas de viande. C'est la même chose avec les constructions. À l'époque, les gens construisaient de la sorte, principalement dans les endroits du monde où il y avait très peu de notions technologiques, donc on va dire à l'époque très ancienne. Les gens construisaient de la sorte parce que c'était les seuls moyens à provision. C'est-à-dire qu'on a de la terre, ok, on a quoi? On a un bois, on a un arbre, on a quoi? On a ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec? On essaie de bricoler, on construit une tente, on construit une maison et voilà. C'est comme ça que ça s'est développé et que ça se démocratise au fur et à mesure des villes. C'est juste qu'il y a eu des endroits dans le monde, ça je ne vais pas vous l'apprendre, qui ont eu une évolution constante par rapport à d'autres. Par exemple, je vais vous montrer cette image. Quand les Européens sont venus, ils ont commencé à construire ce genre de bâtiments. Vous voyez ce genre de construction là, avec ce genre de balustres qui sont toujours utilisés. Ce sont des constructions typiquement coloniales, même c'est des constructions qu'on va retrouver beaucoup en Europe, du 18e, peut-être même 17e aussi, et 19e siècle. C'est principalement ces constructions-là qu'on va retrouver. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique est toujours restée sur ce même cadre où vous allez voir les mêmes types de constructions jusqu'aujourd'hui, les constructions nouvelles. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter. On part sur des nouvelles constructions, des nouvelles bases qui respectent l'environnement, qui respectent un design un peu plus moderne, beaucoup moins rustique que celui de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, même l'Europe, on est passé à autre chose en termes de design, en termes d'architecture, en termes de développement urbain de la ville. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ces matériaux, on ne les utilise plus parce que l'homme a évolué et donc les matériaux aussi avec. On utilise principalement le béton depuis la Deuxième Guerre mondiale parce que voilà, il fallait construire assez rapidement. C'est pourquoi on a eu à démocratiser, mais vraiment le béton s'est vraiment propulsé dans toutes les sphères du bâtiment et de la ville. Actuellement, on a des solutions alternatives comme le bois, comme le métal. On a beaucoup de choses dans lesquelles on construit, mais c'est vrai que le béton reste quand même l'un des éléments majeurs de la construction du 20e et 21e siècle. Après, la question de est-ce qu'elles sont bien ces nouvelles constructions en béton, etc. Oui et non. Je n'ai pas vraiment la réponse exacte. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il existe par exemple une ville au Yémen qu'on appelle la ville de Shibam. C'est une ville qui est complète, on appelle, je pense, le Manhattan de la Terre, je pense le Manhattan du désert, quelque chose comme ça. C'est une ville qui est construite avec des immeubles, des immeubles de 7 étages, 8 étages, rien qu'avec de la terre. Et c'est une ville très très ancienne, elle est classée d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville notamment, vous allez voir, si vous tapez ville de Shibam au Yémen, c'est une ville complètement construite avec de la terre et jusqu'aujourd'hui la ville elle fonctionne toujours avec le même principe. Voilà. Certes il y a des travaux très souvent de rénovation, etc. Mais sinon c'est vraiment une ville qui a été bâtie localement avec de la terre, mais les gens ont vraiment eu une prouesse architecturale sans précédent en faisant vraiment des immeubles R+7. Ce qu'aujourd'hui, pour faire, il faudrait beaucoup d'agrégation, mais à l'époque, on le faisait déjà. Dans ce cas-là, on va dire que c'était une architecture fonctionnelle, mais avec de la technique dedans. On sentait le besoin des populations de s'élever au plus haut. C'était à l'époque vraiment du génie, au même titre que les pyramides. Faire ce genre de construction, c'était une prouesse. Mais alors, c'est bien beau toutes ces informations, mais qu'en est-il de l'architecture africaine, de l'identité africaine? Concentrons-nous sur les modes de vie des Africains. Les modes de vie des Africains, peu importe le pays, le peuple, c'est souvent régi par la culture sur laquelle ils sont assujettis. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de principes, il y a aussi les principes de la religion, beaucoup de choses, mais à l'époque, c'était vraiment régi par la culture auquel ce peuple est assujetti. Par exemple, il y a plusieurs cultures, c'est ce qui crée une grande variété culturelle
dans les populations. Et cette culture se traduit par plusieurs choses selon l'ethnie auquel le peuple appartient. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple la partie culinaire, une particularité culinaire donc sur toutes les nourritures, les mets préparés, la partie vestimentaire, il y a des peuples qui s'habillent d'une façon, d'une autre, la partie comment on vit, comment ces peuples vivent, est-ce qu'ils vivent plus à l'extérieur, est-ce qu'ils vivent plus à l'intérieur. C'est toute une étude anthropologique finalement de ces peuples avant de pouvoir trouver une particularité architecturale à chacun. Et donc on va pouvoir dire que l'architecture africaine, c'est quelque chose qui va pouvoir refléter toutes ces choses, toutes ces cultures, tout ce mélange utile à la vie sociale des habitants. Mais aussi et surtout, l'architecture devra assurer le confort des habitants qui habitent ces maisons. Si jamais on vit dans une maison, peu importe la culture, peu importe quoi, si on n'y s'y sent pas à l'aise, forcément, ça va pouvoir traduire à une mauvaise sensation, une mauvaise expérience de vie des habitants. Donc l'architecture veille aussi également à pouvoir traduire les besoins des personnes concernées. Ça veut dire que les personnes qui traduisent l'architecture africaine comme étant un symbole de décoration intérieure avec des objets traditionnels africains, les personnes qui traduisent l'architecture africaine avec un symbole de construction avec des matériaux locaux, toutes ces personnes ne sont pas complètement en tort face à la question. Elles sont pas en dehors, elles sont pas hors sujet. Elles sont vraiment dans la question même. Mais alors, dire toutes ces choses, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on peut les matérialiser pour pouvoir sortir une pure merveille? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher sur la question. Bon, les amis, pour ce cas-ci, on va essayer de concevoir une maison familiale. On va concevoir une maison familiale. On va dire une maison dans laquelle on va avoir, premièrement, 3 chambres. 3 chambres. Ok. Ensuite, on va avoir un séjour. On va avoir une cuisine, une maison 4 pièces. Une maison 4 pièces, une maison familiale. Mais du coup, on va faire une maison pour une famille qui n'est très très pauvre. On va dire une maison d'une personne, des gens qui sont dans la classe moyenne, voire une maison qui va aller dans les alentours de, on va dire entre 25 et 30 millions. On va dire entre 25 et 30 millions. Avec 20, c'est possible aussi, mais là, il faudrait être chaud. Sauf que là, je veux vraiment aller dans une configuration de maison entre 25 et 30 millions, voire 35 pour ceux qui ont plus de budget. Et donc, on va aller sur une maison 4 pièces, une maison familiale avec un jardin sur un terrain qui va aller entre 400 mètres carrés, 500 mètres carrés et 600 mètres carrés. Donc voici la configuration qu'on va prendre qui sera universelle. Voici donc la maison. Voici, pas la maison, le terrain. Le terrain, il est là. Ça peut être un terrain de 400 mètres carrés, tout comme un terrain de 500 mètres carrés, donc 400, 500 ou 600 mètres carrés. Et donc sur ce terrain-là, on a ici un voisin, là on a la rue, là on a la rue, ici aussi on a la rue. Notre conception sera basée en fonction de... Donc j'ai déjà conçu, donc là je vous explique ce que je vais à faire. Notre conception est basée sur le fait qu'on ait 3 rues ouvertes, mais également la maison qui sera implantée, on va l'implanter de telle sorte à ce que même si derrière on avait un voisin, ça puisse marcher. Même si là on avait un voisin, que ça puisse fonctionner. Et donc qu'on base notre entrée principale ici. C'est pour vraiment une maison qui a plusieurs sens, qui peut s'inverser, qui peut se retourner. Je vous expliquerai ça tout de suite. Dans la configuration 1 des amis, l'entrée se fait au nord, ici, au niveau du haut ici. L'entrée se fait ici. On aurait notamment une entrée, on aurait 2 places de parking, une marche. Ensuite, on aurait ici, sur cet angle-là, ça serait l'espace séjour. Là, on aurait l'espace à la manger. Et là, on aurait l'espace cuisine. Ça serait réparti comme ceci. Donc, la maison prendrait notamment cette forme-là. Avec ce que vous voyez en gris, ce sera des carreaux. Et à l'arrière, un grand jardin. Donc, ici, on aura une chambre parentale. Ici, on aura chambre enfant 1, chambre enfant 2 avec salle de bain. Chaque chambre avec sa salle de bain. Une maison lambda. Donc tout ça, tout ce que vous voyez en gris, là, ce serait des carreaux. Et là, ce serait du gravier. Et à l'arrière, un grand jardin. Ici également, un espace de jardin. Donc sur la totalité de la parcelle. Sauf que cette proposition-là, c'est pas une proposition qui me plaît particulièrement. On a un peu trop des espaces morcelés par rapport au nord et au sud. On a des espaces morcelés, la maison entre les deux, c'est pas vraiment une possibilité, une proposition qui me plaît particulièrement. J'aime bien une plus grande répartition des espaces. Il faut savoir aussi que sur ce projet-là, j'ai exclu volontairement la piscine parce qu'on est sur un projet relativement pas cher, donc il faut pas non plus abuser, il faut pas non plus aller au-delà du budget qu'on s'est fixé pour le projet. Sur cet exemple-ci, les amis, j'ai procédé comme ceci. Donc ça, c'est toujours le terrain voisin. Le terrain du voisin, c'est ici. Ça, c'est notre terrain. Ici, on a la rue. Ici, on a la rue. Comme l'autre, ici également, on a la rue. En haut. Et en bas, ici aussi, on a la rue. En bas, ici aussi, on a la rue. Et donc, vu qu'en bas, ici, on a la rue, on va se dire que donc, notre terrain est là. On entrerait comme ceci. Comme je l'ai fait exactement comme l'ancien. On entrerait comme ceci. Par le nord. Là, on aurait un espace où il y aurait du gravier par là. Et donc ici, on aurait
à l'espace dépendance, dépendance, espace guérite. Donc, au fond ici, c'est où j'ai creusé l'espace pour faire un espace de parking, donc un espace d'une place et demie. Donc ici, la voiture viendrait ici. Donc là, c'est la partie de la voiture. Et ici, c'est la partie de l'entrée piétonne. L'entrée piétonne. Et donc on monte, là, tout ça, c'est la véranda. On arrive ici, on a les chambres. Chambre. Donc chambre enfant et chambre parentale sur ce bloc. Et sur ce bloc-ci, on a le bloc séjour, on a le bloc salle à manger, on a le bloc cuisine. Et donc ici, on a l'espace WC visiteur. Et par contre, là aussi, on se retrouve toujours avec le même problème, mais il est beaucoup plus morcelé. C'est-à-dire que là, on a la maison ici qui occupe cet espace ici. Et tout ça, c'est laissé vide. Ça, c'est idéal pour les personnes qui ont des projets dans le type oui, voilà, je veux construire ma villa d'un côté et mettre une villa en location. De l'autre côté, c'est possible de faire ça en faisant tout petit. Et ici, par contre, j'ai laissé un grand espace de jardin, où ça va un très grand espace pour pouvoir faire peut-être un jardin japonais, un jardin au pas. Encore une fois, le problème c'est que cette proposition ne me plaît pas trop parce que ça risque d'être un peu trop limité par rapport à ce que je veux faire. Parce que moi, je veux vraiment créer une sorte de magie dans le projet. Même si, n'oubliez pas, même si c'est un projet réduit, on veut quand même accéder à une certaine magie dans le projet. Et c'est là que va venir la prochaine proposition que je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Cette proposition-là, elle est très simple. Donc là, de ce côté-ci, on a la rue. La rue est là. La rue aussi est au nord ici, là. Et la rue est aussi ici au sud. Ces informations-là, c'est pas important. Hein. Ça, c'est pas le vrai client. Donc, on a la rue ici également. OK? Et donc, comment ça se passe? On entre ici. On entre là, pour le coup, on entre de ce côté-là, du côté sud. On entrerait ici. Donc là, les voitures peuvent passer. Ici, les voitures peuvent passer. En haut, également, les voitures peuvent passer. Et si jamais on avait un voisin, ici, on pourrait avoir un voisin. Ici aussi, un voisin. Donc, ça pourrait être fermé des trois côtés. Et donc, comment ça se passe? On entre comme ça dans le projet. On a une guérite ici. On a ici un espace de parking avec deux voitures. Et donc, on a cet espace de jardin. Là, juste là. Cet espace de jardin de la cour. Pour mieux vous le montrer. Ensuite, quand on va avancer dans le projet, tout ça, c'est la partie véranda. Avant, ici, on a un espace où je vais mettre la pergola. Et donc là, c'était cette unité-là. Vous vous rappelez, il y a un plan que j'ai présenté comme ça d'une de mes clientes en Côte d'Ivoire. C'était une villa de hostanding que je vais à construire. Bon, enfin, c'est une villa de luxe. Hein, c'est une villa entre le hostanding et le luxe. Que j'ai eu à concevoir. D'ailleurs, ce projet, je vous ferai certainement une mise à jour prochainement. Et donc, comment ça se passe? C'est que là, j'ai prévu un espace pour mettre un jardin intérieur. C'est-à-dire que le jardin rentrerait à la fois là et là. On a séparé les espaces jour et les espaces nuit. Donc là, c'est la colonne des espaces jour. Quand on rentre, on arrive, on aurait ici une cuisine, on aurait ici une salle à manger et ici un séjour. Ensuite, au prolongement, on a le WC visiteur et tout le reste. Et de ce côté-ci, principalement, on aurait accès à chambre 1, chambre 2 et ici, chambre parentale. Et à l'arrière, j'ai laissé cet espace pour pouvoir avoir du recul par rapport au mur de clôture et avoir la lumière. Et même s'il y a un voisin, on a notre recul, on est tranquille. On est tranquille ici, on a à peu près entre 3 et 4 mètres. Et ici, on a un très grand recul. Ça, ce serait vraiment un espace où il y aurait du gravier ici. Ce serait un espace où il y aurait vraiment énormément de gravier. Et là, je vais mettre une pergola ici pour pouvoir avoir un terrain peut-être pour jouer au foot pour les enfants. Et donc, tout ce que vous voyez comme bande là, c'est une bande verte qui sert notamment d'espace vert. Donc, si on veut pouvoir dire tout ça, c'est l'espace vert. Là, l'espace, un petit jardin ici. Au centre ici également, c'est un espace vert là. Ensuite, on a quoi d'autre? Tout ça là, c'est l'espace vert, toute cette zone. Et donc ici, maintenant, on a l'espace séjour, salle à manger, cuisine, visiteur et les autres espaces. Et donc là, tout ça, attendez, je vous montre. Ça là, c'est la véranda. Ça, c'est la véranda. Donc voilà, tout ça, c'est l'espace véranda. Là, on a l'espace d'entrée. Donc là, c'est les espaces annexes, comme garage et guérite. Les amis, une fois qu'on a défini les grandes lignes de notre projet, on va pouvoir disposer les pièces à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite, pas sur mon écran, mais encore une fois, sur la feuille. C'est beaucoup plus pratique. Comment ça se passe concrètement, le projet? On va avoir cette zone-là, donc cette zone-ci en bas, qui commence à se dessiner. Hein. On a tout ça, c'est l'espace vert. Tout ça, c'est l'espace vert, ici. Jusque là, c'est de l'espace vert.
Au bord ici également, c'est l'espace vert. Là, tout ça, c'est l'espace vert aussi. Enfin, c'est un espace, c'est comme des petits pots de plantes et tout le reste. Cette zone-là que vous voyez en blanc, c'est du gravier. Là, c'est du gravier. Et en gris, ici, c'est la véranda. Donc, nous, on a notre espace de séjour qui est ici. Donc, comment ça se passe? On a l'entrée dans le projet qui se passe ici, qui se fait ici. Donc, on entre. Là, on a la guérite. Là, on a le parking. On a le parking. On a l'espace parking. Donc là, on a l'espace jardin. On monte comme ça. On arrive sur la véranda. OK. Et donc là, on est dans le séjour. On arrive à l'espace séjour. C'est dur de montrer comme ça. On arrive à l'espace séjour. On arrive à l'espace à la manger. Et là, on a l'espace cuisine. Là, on a l'espace cuisine. Après l'espace cuisine, on va avoir l'espace WC. Et là, j'ai mis deux petits compartiments. On verra ce qu'on va en faire. Chambre numéro 1, salle de bain. Cette salle de bain là, par contre, elle est commune à cette chambre-ci et cette chambre-là. Donc à cette chambre-là et cette chambre-là. Parce que c'est une question d'espace. Ensuite, on a la chambre parentale au fond qui aura sa propre salle de bain. Et donc partout là, on a ce couloir-là qui va servir de passage. Et vous voyez, remarquez ici, c'est que on a une vue qui va donner là. On a des vues qui vont donner ici, des vues ici, ici, ici. Et des vues ici également qui vont faire ça. Donc ce qui veut dire que tout va s'articuler, la maison va s'articuler autour de ce jardin. Sur le projet que j'avais fait à l'époque à Abidjan, c'était un projet où la maison s'articule autour d'une piscine. Mais ici, la maison s'articule autour d'un jardin. Et les vues sont notamment, donc les vues sont vraiment pleinement de ce côté-là et là. Et donc là, on aura notre espace de pergola ici, à l'arrière, avec de ce côté-ci, plutôt, un espace de jeu. Les amis, me voici à l'écran de l'ordinateur. Je veux mieux vous expliquer ce que je vais vous présenter. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ceci. Ça, c'est le terrain voisin. Ici, on a la rue. Ici, également, on a la rue. Et donc, un peu plus en dessous, c'est aussi la rue. L'entrée se ferait par ici. Donc là, on aurait l'espace de jardin. Tout ça, c'est l'espace de véranda. Et on aurait notre séjour là, la salle à manger, qui donnerait sur la cuisine. La cuisine, j'ai utilisé pour ce principe, un principe semi-ouvert, semi-fermé. Donc, je vous expliquerai ça au plus tard. Donc ici, on aurait notamment un espace WC. Et ici, j'ai réservé deux espaces. Donc, salle, chambre 1, chambre 2, qui se partagent la salle de bain. Et la chambre parentale tout au fond. Et tout ça, ça serait un couloir de passage totalement vitré sur ce beau petit espace qui sera un jardin. Maintenant, après ce genre de choses, on est en train de s'attendre, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on organise ces espaces? On va commencer à organiser ces espaces en fonction de mobilier. On va déjà commencer à placer le mobilier jour et le mobilier nuit. Donc principalement avec le mobilier jour, c'est ceci. On va voir là, donc là l'espace séjour qui est partitionné. Là on a l'espace manger et là on a la cuisine semi-ouverte, semi-fermée. Cette cuisine elle est particulière parce que on a l'impression qu'elle est ouverte mais elle est fermée. C'est un peu le système que j'utilise souvent quand on n'a pas beaucoup d'espace et qu'on essaie de trouver conciliation entre cuisine fermée et cuisine américaine. C'est ce type de cuisine que je fais. Je vous expliquerai son secret prochainement lorsqu'on va évoluer dans la vidéo, certainement. Ou peut-être pas, peut-être que je vais le garder pour mes clients personnels. On ne sait pas, on va voir. Et donc cette image, elle traduit notamment l'espace nuit du projet. Donc vous vous souvenez, ici on a l'espace jour et ici on a l'espace nuit. Donc la chambre de parents serait comme ceci, avec un bureau. Là, ce serait un mur TV. Et là, on aurait un espace, un mini-espace, dressing, placard, ce serait principalement là. Et la salle de bain de la chambre parentale. Ensuite, une fois qu'on prolonge ce passage, on a chambre enfant 1, chambre enfant 2, avec toutes deux des portes qui donnent sur la salle de bain commune. Pour ça, c'est pas généralement grave. Quand on n'a pas beaucoup d'espace, on peut partitionner une salle de bain pour les deux chambres enfants, c'est toujours faisable. Et donc là, on aurait notamment l'espace de WC visiteur. Et ici, finalement, j'ai fabriqué une buanderie qui est annexe à la cuisine. Donc voilà un peu comment s'organise l'espace avec cette grande véranda tout autour qui fait le tour de la maison. Cette image-ci nous montre la distribution des espaces. Comment ça se passe? Donc là, ça vous montre un peu plus une idée en 3D comment ça se passe. Donc là, on a le jardin qui est censé être à l'avant. Donc ce qui veut dire que j'ai concentré la pleine partie du jardin à l'avant. Et ensuite, on a ici l'espace de la guérite. L'espace de la guérite serait notamment à cet endroit. Et là, l'espace parking. Tout ça, ce serait du gravier. Et là, on aurait l'arrière-parcelle. Donc vous voyez là, tout ça, c'est la véranda. Quand on arrive là, là, c'est l'espace séjour, salle à manger. Là, on a l'espace cuisine. On a l'espace toilette. Ça, c'est le petit passage, le couloir qui sert à desservir tous les espaces nuit en face opposée. Et au centre, ici, on aura notre beau potager. Voilà, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais je vous emmène pas à part comment est-ce que j'ai eu à concevoir ce projet et pouvoir lui donner une identité claire et nette. Après avoir conçu l'espace du projet, on va maintenant réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser le type de porte, le type de fenêtre, quel type de baie on va utiliser pour le projet. Pour ça, je vais encore vous emmener sur mon écran pour vous illustrer cela. Donc, quand on parle de baies, on a plusieurs types de baies. Les baies, c'est les fenêtres ou les portes, mais les matériaux sont différents. On a notamment les baies qui sont en bois, il y a du bois. L'avantage du bois, c'est que ça résiste énormément à tout ce qui est... c'est un grand contrôle technique thermique, c'est-à-dire que quand on utilise d'autres matériaux, il y a souvent des déperditions, c'est-à-dire l'air extérieur ça pénètre dans la maison. Vous allez avoir
le bois qui est beaucoup plus premium, vous allez avoir l'aluminium qui est entre les deux, et vous allez avoir le PVC qui est un peu plus à la fin. La technique la plus répandue, mais vraiment la plus répandue, c'est l'aluminium. Notamment, ça dépend aussi des zones. Quand on est en Afrique, parfois c'est beaucoup plus aluminium. En Europe, c'est parfois un mélange entre le PVC et l'aluminium, et parfois le bois. Donc ça dépend. Et pour notre projet, on va aller sur la chose la plus malléable, la plus fine et la plus esthétique, ce sera l'aluminium. Donc les amis, sur cette image que je vais vous montrer là, j'ai commencé à placer les éléments de porte et de fenêtre, les portes-fenêtres, les fenêtres, etc. On est parti sur un module principalement en aluminium, très fin quand même sur les bords, ouvert ici sur l'espace de cuisine, qui est là, quand on entre dans le projet, ça c'est le terrain. Vous avez la véranda, on a la porte-fenêtre qui est ouverte ici. Ici également, on a une porte-fenêtre sur l'espace à la manger, et ici une grande baie, baie, porte-fenêtre, ouverture, vous commencez à comprendre un peu le jargon. C'est ouvert sur la totalité de cet espace. C'est l'espace cuisine. Et le prolongement de cet espace, c'est ça, c'est celui-là, l'espace cuisine. Vous voyez l'ouverture là? C'est ça que j'appelle moi le principe d'une cuisine semi-ouverte, semi-fermée. C'est pas vraiment une ouverture, c'est un espace vitré qui a une double fonction. On peut se poser dessus avec une mise de coussin. Mais ça, c'est un peu plus technique. Je vais y revenir plus tard. Quand on arrive de ce côté-ci, ça, c'est l'espace de passage, le dégagement, le petit couloir. Et là, on va voir les fenêtres en question qui vont... là, c'est des portes-fenêtres qui s'ouvrent complètement sur cet espace central. Un peu plus au fond, on va voir aussi émerger les fenêtres arrière du projet. Donc là, à cet instant-là, on a déjà défini de la hauteur des fenêtres. Si vous voyez ce qui est gris ici, ça, c'est les volets roulants. Donc en gros, ce sont des volets roulants qui vont descendre, qui vont assurer à la fois la sécurité et l'esthétique du bâtiment une fois que ce sera le soir. Cette image-ci va vous montrer un peu plus l'arrière du projet, comment ça se présente. Donc là, on va déjà avoir les portes-fenêtres là. Ici, on aura l'espace jardin ici. Non, enfin pas l'espace jardin, un espace. Ça sera soit du gravier, soit on va le sabler pour pouvoir poser notre pergola ici, juste là. Il faut se projeter, je vous ai dit. Là, on aura notre espace parking et là, on aura notre espace jardin. Et à l'avant, on aura principalement la guérite. Ce qui veut dire que ici, même s'il y a un voisin ici, on a suffisamment de recul, on n'a pas des ouvertures ici. Même s'il y en a un voisin derrière, on a un recul. Un voisin devant, il n'y aura pas parce que c'est censé être la rue. Donc même si on tournait ce plan, en fait, c'est vraiment un plan qu'on peut utiliser pour plusieurs situations. Je vais vous dire ensuite c'est quoi ce plan et comment est-ce que vous pouvez en avoir accès. J'aime beaucoup une chose, c'est cette image. Cette image, ça illustre un peu le plan vu de loin. Vu de loin, c'est-à-dire qu'on voit juste vraiment ça commence à émerger. Il y a un projet qui commence à émerger. On sent qu'il y a quelque chose qui commence à pousser. Ça, c'est comme si on construisait le projet un peu étape par étape. On construit le projet, on commence à mettre les ouvertures, les fenêtres. Là, la prochaine étape, ça sera certainement l'étape sur le toit. Avant d'arriver à l'étape sur le toit, qu'est-ce qui va se passer? C'est déjà de définir la hauteur du bâtiment. La hauteur, c'est important. Ici, on va aller sur une hauteur relativement haute. On va dire 3,50 m pour avoir 3 mètres sous plafond, pour pouvoir être relativement à l'aise. C'est pas toujours le cas parce que plus un bâtiment est haut, moins il est esthétique et minimaliste. Plus une maison, une villa elle est haute, moins elle est esthétique et minimaliste. Plus elle est basse, plus c'est fin, plus c'est linéaire, plus c'est très esthétique. Donc on essaie souvent de trouver une conciliation entre espace en hauteur et aussi quelque chose de très fin et minimaliste. Donc je vais défiler rapidement. Cette image, c'est l'image principale où on voit l'entrée, donc le jardin avec le salon, l'espace à manger et la cuisine. Quand on vient sur cette image, ça c'est l'espace principal du salon. Là, ça montre principalement les menuiseries qu'on a utilisées en aluminium. Là, c'est l'image arrière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc sur cette image arrière, on va voir les fenêtres apparaître, ces espaces. Ensuite, ça c'est l'élément un peu plus central du projet. C'est vraiment l'espace où il y aura le jardin, le cœur du projet. Vraiment, enfin pas le cœur, mais l'un des poumons du projet. L'espace qui se fait face entre l'espace nuit et l'espace jour. L'espace de la liaison. Les amis, maintenant, on va passer exactement à la toiture du projet. On a notre projet. On a défini la hauteur, on a défini le jardin, voilà comment va se positionner le projet, etc. Le concept même, l'architecture du projet. Ensuite, on va passer à la toiture. La toiture ici, on a mis notre toiture, normalement c'est la toiture naturelle. Cette toiture, ça peut être une toiture en tuile, ça peut être une toiture en zinc, ça peut être une toiture en tôle, peu importe, c'est vraiment une toiture. On appelle ça les toitures à deux pontes, donc c'est les toitures les plus naturelles possibles, donc ça c'est la toiture naturelle. Donc on va voir ce que ça... Voilà, ça c'est la première proposition que je me suis faite. Moi, je vous l'avais expliqué, je me fais des propositions moi-même, ensuite je sélectionne laquelle est la meilleure. Le problème, c'est que vu que c'est un projet économique, on va pas chercher, on va pas vouloir faire des toitures trop chères ou bien des toitures qui vont demander des dalles, etc. Parce que là, c'est bien. Regardez, je vais vous montrer. Voilà une autre image de la toiture. Donc là, on voit vraiment que c'est une toiture simple, normale, avec des pontes, etc. Là aussi, également, on voit bien le caractère simple de la toiture. Pour le coup, ici, on va dire, c'est bien, c'est pas mauvais. Le seul problème avec ça, c'est que
c'est beaucoup trop basique, beaucoup trop naturel. C'est beaucoup trop, voilà, la maison de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi, je ne conçois pas des maisons de monsieur et madame tout le monde. Je conçois des maisons qui ont du caractère, qui ont quelque chose sur lequel on se dit, ok, cette maison, c'est sûr que je l'ai pas vue de l'autre côté, je l'ai pas vue de l'autre côté. Donc cette toiture, pour moi, c'était une maison, c'était beaucoup trop simpliste dans l'idée. À ce moment-là, je me suis dit, ok, pour pouvoir avoir une toiture assez moderne, généralement, aujourd'hui, ce sont des toitures qui sont en dalles, avec des dalles de béton, vous savez, il y a des toitures en dalles. Ça a un aspect beaucoup plus moderne. Sauf que c'est beaucoup plus coûteux. Mais pour aller au bout de mon idée, j'ai quand même procédé ainsi. Donc ici, on est dans l'espace intérieur, hein, l'espace où il y a le jardin intérieur, où on a l'espace jour, l'espace nuit et l'espace jour qui se font face. Cette image-ci montre encore bien comment la toiture s'imprègne sur l'espace, sur le projet. Vraiment, quand on met la toiture sur le projet, ça change vraiment la marque. C'est vraiment un cachet. Le toit, c'est vraiment un cachet. À une époque, je sais que j'aurais pu construire comme ça et la livrer au client pour une maison basique. Mais je voulais pousser la chose un peu plus loin. Et donc là, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne avec une toiture en dalle. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence avec une toiture simple. Les amis, ça c'est une toiture en dalle. Là, on a la toiture. Ça a complètement changé le projet. Vous voyez, vous rendez compte à quel point ça a changé le projet? Parce que, en quoi? C'est que ça a l'air beaucoup plus moderne, ça a l'air beaucoup plus fin, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus imposant sur son espace. Ça a l'air beaucoup plus caractériel. Là, on va se dire, ok, c'est beaucoup mieux. Sauf que la dalle, ça coûte cher de construire avec une toiture en dalle. Ça coûte beaucoup plus cher, enfin, pas très cher, mais ça coûte beaucoup plus cher, notamment, que construire avec une toiture en tuiles, en tôle, etc. Du coup, là, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que je fais, vu que moi, je vais garder cette forme globale du bâtiment. Là, je vous affiche une autre image dans laquelle on voit bien le caractère de la toiture qui vraiment s'impose. La limite, ça pourrait être un espace où on peut venir se poser en haut, un espace balcon. Mais encore une fois, ça rajouterait des coûts, ça ferait à ce qu'on rende cette toiture encore plus chargée pour pouvoir supporter les poids des gens qui vont se mettre, peut-être les gens vont faire... Là, on veut pas dépasser le budget. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui dépassent le budget. Parce que généralement, les clients, ils viennent, ils me disent, oui, non, mais moi, j'aimerais avoir une toiture, je vais accéder. En fait, le budget, il est vraiment... Le budget, pour pouvoir le limiter au maximum, mais vraiment au maximum, il faut réduire tout ce qui est pôle de dépenses inutiles. Bien entendu, on ne va pas lésigner sur... on va pas lésigner sur la beauté de l'espace, sur le design, tout ça, ça doit être en compte. Mais on doit essayer de limiter au maximum tout ce qui sera extra, tous les extras qui vont pouvoir gonfler la note du projet. Pour ce faire, voilà, donc on va essayer de ne pas proposer une toiture en dalle. Je vous montre encore le côté arrière de la toiture qui est juste là. Donc là, ici, ça ne bouge pas. Pour le moment, on part étape par étape. On n'a pas bougé la guérite, on n'a pas bougé l'espace jardin, ni l'espace garage, ni l'espace jardin. Et donc, encore une fois, quand on voit cette toiture, là, on est sur la toiture en dalle, quand on voit cette toiture, vraiment, le fait que ce soit plat, qu'il n'y ait pas des trucs qui ressortent, c'est beau. Hein, ça donne envie, c'est vraiment beau. Et le problème, c'est que cette toiture, donc, elle ressort avec ce qu'on appelle par des porte-à-faux. Ça, là, ces sorties là, ces extrémités qui ressortent, c'est des porte-à-faux. Ça permet à ce que, quand il pleut, il n'y ait pas l'eau qui rentre, quand le soleil, enfin, ça crée une casquette naturelle au projet. Et donc, les amis, après toutes ces réflexions, je me suis dit, ok, il faut que j'utilise une toiture en tuile, en zinc, peu importe, mais une toiture en pote, avec laquelle on va faire des chevrons, etc. Avec une structure en bois, chevrons, etc. Une toiture classique, mais avec un aspect standing d'une toiture en dalle. Pour pouvoir faire ça, j'ai dû lier les deux aspects en un seul bloc, comme ça. Là, je vais vous les présenter. Voilà. Donc ça donne ceci. On a l'avantage d'avoir une toiture classique, donc la première toiture que je vous ai montrée, la première toiture comme ceci. En plus de ça, on a l'autre avantage d'avoir la sortie. Voilà, vous voyez là, on a la sortie de ces éléments-là. Ça, on les appelle généralement soit les accrotaires, soit les chaînages, mais on les a fait de telle sorte à ce que ça puisse prendre la toiture à l'intérieur, c'est-à-dire que ça puisse avaler la toiture. Ce qui veut dire que de loin, on a l'impression que c'est vraiment une toiture en dalle comme ça, c'est toujours design, mais quand on avance un peu plus, ça a créé quelque chose d'assez unique et original qui nous donne donc finalement cette toiture assez accessible économiquement, qui n'est pas une toiture en dalle. Et là, on voit l'arrière de la maison, donc on voit les fenêtres arrière avec les débordements là, les casquettes qui débordent, et on voit ici très bien que voilà, on est vraiment sur une toiture qui n'est pas totalement en béton, elle n'est pas du tout en béton, justement pas du tout, mais elle est principalement en tôle. Ça peut être de la tôle, comme je vous ai dit, ça peut être de la tuile, ça c'est au choix et par rapport au coût que ça va coûter, mais l'idée pour nous c'est vraiment l'illusion du luxe, vous savez, hein, l'illusion du luxe, l'illusion du standing, c'est vraiment
ces principes-là, c'est toutes ces réflexions qui se basent dans le caractère de l'illusion du luxe. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui commence à me plaire. Donc c'est à partir de ce moment-là que moi je me dis, ok, là, je peux aller encore plus loin. Vous comprenez? Ça, c'est une image qui montre l'espace un peu cœur de la maison. Pour le moment, ça donne pas envie, certes, hein, je l'avoue. Il n'y a pas vraiment un jeu de lumière travaillé là, mais ça va vraiment s'améliorer avec le temps. Vous allez voir quand le projet va évoluer. Alors, donc là, c'est l'espace vraiment quand on ressort. Ici, il peut beau le voir, mais là, on peut passer comme ça, on entre, on peut passer comme ça, on entre, et on peut aussi passer de l'intérieur en entre. Donc ça, c'est vraiment l'espace qui se fait face entre l'espace du séjour d'un côté et l'espace des chambres d'un autre. C'est vraiment l'espace jour séparé de l'espace nuit. Il y a une chose que je voulais vous montrer particulièrement, c'est cette image. Sur cette image, on a l'impression que la toiture, c'est une toiture en dalle, mais pas du tout. C'est la toiture en pente. Donc c'est la même toiture, donc la toiture en pente, sauf que le fait qu'on ait recouvert ça et que on a nos chéneaux on les appelle des chéneaux, ou alors on peut aussi les appeler des acrotères. C'est des acrotères qui vont jusqu'en haut, qui avalent la toiture en tôle ou bien la toiture en tuile. Ça, le fait que ça avale ça, bah, ça nous donne cette impression, donc cette illusion que en haut il y a rien, que c'est une toiture plate, mais au fond c'est pas le cas. Quand on voit en vue drone, on voit très bien que c'est pas une toiture plate. Pour vous illustrer, je vais vous montrer la dernière image de cette toiture qu'on a trouvée. Donc là, je pense qu'on voit beaucoup mieux parce que quand on est debout ici, on voit pas le haut, on voit pas cette toiture. Bien entendu, c'est ça qu'on appelle l'illusion. Vous voyez pas trop ce qui se passe en haut, mais finalement c'est vraiment une toiture en tôle, mais en bas, on a l'impression que c'est vraiment une toiture en dalle. Donc l'idée, c'était de concilier à la fois l'aspect visuel, l'aspect esthétique, mais également l'aspect économique dans le même projet. Ensuite, là, le design commence à être très intéressant parce que on a l'impression que le projet, il a des jumelles. Donc là, on a ces ouvertures là qui regardent et on a cette sortie là du bâtiment. Ensuite, on a notre véranda qui se prolonge jusqu'à là. Ici, on va mettre une pergola. Il va falloir qu'on puisse la designer. Là, ce sera l'espace guérite, là l'espace parking et là notre beau jardin. Et au centre, je vais vous le dévoiler au fur et à mesure que le projet va avancer. Les amis, là, il y a une chose qui doit être prise en compte, c'est ce que j'appelle moi l'architecture de la villa. Pour définir l'architecture de la villa, là, vu qu'on est sur le thème de l'architecture africaine avec des origines, voilà, qui va rappeler un peu les origines africaines, pour définir l'architecture, il faut déjà définir, est-ce qu'on part sur une architecture de type design classique? Non, déjà nous, on n'est pas sur ce cas-là. Design classique, c'est un peu ce que vous voyez, hein, je vais vous montrer une image là. Ensuite, est-ce qu'on part sur une architecture de type design moderne? Oui. Est-ce qu'on part sur une architecture de type design minimaliste? Oui, également. Je vais vous présenter une première proposition et ce que monsieur et madame tout le monde devrait faire aussi. Une proposition lambda. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, le projet reste pareil, ça reste similaire. Moi, ce que je mets ce genre d'éléments-là. Ce sont des éléments qui sont très modernes aujourd'hui en vogue. Ce sont des éléments, des lambris de bois, hein, des lambris de bois qui sont posés sur la façade, les façades des bâtiments. Moi, à ce stade, il suffit que je mette de la peinture, un peu de lumière, et le projet, c'est bon. Attendez, je vous montre d'autres images. Là, vous voyez, le projet, il est très, déjà, à ce moment-là, il est presque abouti. Il me suffit de mettre un peu de peinture, voilà, la peinture du projet, voilà. J'aménage bien l'espace, je qualifie finalement le projet, et c'est bon, le projet peut être vendu. Mais ça me suffit pas. Vu que je veux pousser les choses loin et que c'est Sagesse Boutou, il aime toujours des choses assez complexifiées et que nous, on veut vraiment quelque chose qui rappelle une architecture africaine. Et ça va passer par quoi? On l'a étudié durant les vidéos, par l'aspect visuel, l'aspect décoration, l'aspect structure, par beaucoup de choses notamment. Et du moins, on va essayer d'apporter un semblant de solution à cette question. C'est pas vraiment, on va pas dire c'est la solution ultime, mais c'est un semblant de solution. Les amis, il est temps pour moi de vous montrer la version la plus aboutie du projet. La version finalement qui va révéler tout le processus qu'on a eu à faire depuis le début de la vidéo. De l'étude à l'anthropologie, à l'aboutissement final. Les matériaux, les couleurs, les textures, les éléments les plus détaillants du projet, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant les amis, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Ça permet de savoir que simplement vous aimez le projet et vous aimez aussi la vidéo pour me permettre moi de juger si c'est bon pour que je puisse produire encore plus ce type de vidéo à l'avenir. Comme ça, parce que la dernière vidéo ça fait 1000 pouces bleus. Moi ça m'a fait trop plaisir parce que ça m'a montré que vous aimez ce type de vidéo. Et donc si cette vidéo atteint également les 1000 pouces bleus, on va procéder à un autre type de vidéo dans le style, mais pour un nouveau projet dont je vais vous parler très bientôt. Ne vous inquiétez pas, on commence à avancer étape par étape aux choses sérieuses. Donc le pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore abonné. Et nous on passe à la révélation de ce que on a donné ce projet
avec cette identité africaine. Les amis, voilà ce que le projet révèle. Donc ici, vous vous rappelez, on a la rue. En bas, ici, également, on a la rue. En haut, également, on a une rue. Le projet, c'est comme ça qu'il est constitué. Ce projet, il est fait de telle sorte à ce que même s'il y avait un bâtiment voisin ici, ça marcherait. Même s'il y avait un terrain voisin à l'arrière, ça marcherait également. Alors, comment ça se passe? On entre vers le bas. Notamment, je l'ai choisi arbitrairement. J'ai choisi ce bas pour être le sud. Donc, le nord, on regarde vers le haut. On entre ici. Avant d'entrer, on a la guérite avec sa salle de bain, avec sa toilette. Enfin, pas salle de bain, sa toilette. Ici, on a l'espace garage. L'espace garage, il est semi-ouvert, semi-fermé. Et on peut passer comme ceci. Une fois qu'on se gare, voiture de place, qu'on se gare, on peut passer comme ça, tout comme ceci. Et là, tout ça, c'est l'espace jardin de devant. Ensuite, ça, c'est la véranda extérieure. Ce que vous allez voir là, ce sont les petits mobiliers. Là, on a notre espace de pergola. Quand on arrive là, on a notre espace de pergola avec des petits sofas, des petits sofas où on peut se poser. C'est vraiment des sofas qui sont intégrés. On appelle ça le mobilier intégré dans le projet. C'est le mobilier principalement, il est intégré dans le projet. C'est celui-ci et celui-là. Je vais vous montrer ça dans les illustrations 3D. Et là, c'est l'espace où on aura soit l'espace gravillon, soit l'espace du sable. Et là, c'est un petit mystère. Je vais vous le révéler après. Et à l'arrière, voilà, c'est vraiment l'arrière du projet. On n'est pas sur des petites cours arrière inutiles. Non, nous, on part sur le principe où ça, c'est un mur de clôture. Et nous, notre projet, on l'indexe juste à ce niveau-là du mur de clôture pour ne pas avoir à tourner autour. C'est vraiment pas esthétique. Je préfère avoir un grand espace là et là plutôt que d'avoir à... Voilà, là, c'était pas utile pour moi d'avoir des ouvertures en fonction du projet que j'ai conçu. Et donc là, quand on arrive, on a un espace séjour. Cet espace séjour ouvert. Quand on arrive sur l'espace séjour ouvert, c'est un prolongement jusqu'au niveau de la salle à manger qui, elle, se prolonge sur la cuisine semi-fermée, semi-ouverte. Là encore, j'ai décidé finalement, je ne vais pas révéler ce secret-là ici, mais là, je vous le montre juste comment ça se fait, mais c'est vraiment une cuisine semi-fermée, semi-ouverte. J'en ai déjà fait pour plusieurs de mes clients. Et donc ça, c'est si jamais vous voulez vous faire accompagner pour un projet de construction avec moi, le lien est juste en description. Vous venez et on va vous produire un très beau projet. Que ce soit votre maison principale, un projet immobilier, un immeuble, peu importe. Et donc, une fois qu'on arrive là, c'est la cuisine. Là, on a l'espace buanderie. Quand on repasse, on a le couloir. Le couloir ici qui nous dessert vers l'espace WC visiteur. Ensuite, dans cette section nuit, là, on est sur la section nuit. On a la chambre 1, chambre enfant, avec placard, espace, soit placard, avec un espace placard avec bureau intégré. Ensuite, salle de bain, il se partage avec la chambre enfant 2. Un peu plus au fond, on a la chambre parentale avec salle de bain principale et vous avez aussi l'espace de dressing. N'oubliez pas, on est sur un projet économique. Les gens qui vont venir me dire, oui, mais pourquoi chaque enfant n'a pas ça? Parce que la plupart des gens, ils pensent, souvent, moi, quand je vous présente des projets, je vous dis tant de montant, les gens, ils disent, oui, non, mais comment ça peut coûter aussi cher? Ce qui coûte cher, c'est parce que les gens, ils ont trop d'idées. Moi, je veux chaque chambre, chaque salle de bain. Forcément, chaque chambre, chaque salle de bain, tu vas avoir 2 éviers achetés, 2 WC achetés, tout sera double. Donc forcément, pour essayer de limiter au maximum les coûts, on réduit. Et non seulement ça, ça répond aux exigences du projet. Et donc, tout est ouvert sur cet espace où on a notre jardin à l'arrière. Et là, c'est les vérandas intérieures du projet. Et bien entendu, là, on a notre belle pergola. C'est pas tout. Ici, on a le studio du personnel. Le studio du personnel, j'ai voulu le détacher complètement de la maison. C'est-à-dire que le personnel serait ici, là, à ce niveau-là, si jamais il doit avoir le personnel. Parce que l'idée, c'est cette maison, elle est faite un peu pour les gens de la classe moyenne, pas trop non plus riche. Donc forcément, quand on commence à s'acheter du personnel, c'est qu'on a quand même des sous. Donc c'est à voir si cet espace sera vraiment construit, mais c'était l'idée. Et justement, je n'ai pas mis la piscine parce que dès que tu mets la piscine sur un projet, ça va. On vient dans un autre standing. C'est clair. On vient dans un standing différent. Et donc là, on n'est pas sur ce registre-là. Si il fallait mettre la piscine, je penserais le projet différemment parce que la piscine, pour moi, c'est aussi un cœur de la maison. Donc s'il fallait mettre la piscine, ça serait pas comme ça que je le penserais, forcément. Je peux pas vous dire oui, je pourrais la mettre là. Bon, ça, ce serait arbitraire, mais la piscine doit faire partie de l'architecture si j'avais mis la piscine dans le projet. Donc là, on a le studio du personnel avec salle de bain et WC. Et les espaces en surface de mètres carrés sont assez lisibles. C'est raisonnable pour le minimum qu'on puisse avoir, c'est vraiment le raisonnable. Voilà ce que le projet donne en termes de 3D, en termes d'extérieur. La couleur, les teintes, tout le reste, ça a vraiment une identité. L'identité ne se limite pas seulement à avoir mis ces moulures. Non, vous allez voir, on va aller plus loin. Déjà, quand on commence le mur de clôture, ici, là, on a une bande LED, bien entendu. On a un trottoir qui est dessiné, bien propre. Là, on a notre espace parking,
où la voiture viendrait parquer, bien entendu. Et là, on a donc notre espace guérite qui, elle est un peu plus en avant sur les plans. Donc quand on vient ici, on arrive à la guérite, ensuite on passe par là, par le portail. Et déjà là, quand on est à l'extérieur, on voit déjà là, on sent une identité à la maison, au projet. On sent cette identité-là au projet. Ensuite, quand on arrive à ce niveau-là, on a ces lumières en forme de coquillage avec des lumières intérieures. Déjà là, on commence déjà à rentrer dans le design. Là, c'est pas design intérieur, mais c'est le design extérieur. Là, c'est une même image, mais avec une voiture pour faire un peu plus stylé, pour animer un peu l'image. Mais attendez, là, de profil, on commence à voir quelque chose. On commence à percevoir quelque chose d'intérieur, hein, quelque chose dans la parcelle, hein, de loin. On commence à apercevoir quelque chose dans la parcelle. Et vous savez, ma marque de fabrique pour les murs de clôture, c'est toujours des murs avec ce genre de trame. C'est toujours simple, minimaliste et élégant. Généralement, si vous voyez ce genre de mur sur un projet, après, ma façon de faire, vous commencez à la comprendre, mais certainement, c'est vraiment une marque identitaire du mur qu'on a pris, on a pris parti. Ensuite, on commence à voir quelque chose dans le projet. On commence à voir, oui, là-bas, il y a une petite pergola, mais c'est comment ça commence à se ressentir. Et donc, vous voyez l'autre chose que j'allais vous montrer, c'est ce creux-là. Quand on arrive là, on a un creux avant d'entrer. Ce creux-là, c'est vraiment parce que quand on se présente au niveau de la guérite, avec les fenêtres et tout, et ensuite, on entre, on lui donne accès, on entre comme ceci. Là, c'est sans doute mon image préférée, c'est vraiment quand on entre dans le projet, quand on se plonge dans la maison. Quand on s'y plonge, on a donc notre projet avec les moulures, hein, les moulures, comment c'est fait. Ça, c'est des détails un peu plus techniques que j'explique généralement à mes clients si jamais ils veulent prendre le projet. Et donc, quand on entre, là, on a notre partie de véranda extérieure avec, donc comme je vous l'ai dit, l'architecture africaine ou bien l'architecture identitaire, ce n'est pas juste un seul élément, c'est un mélange de plusieurs éléments. Ça passe par la couleur de l'élément premièrement, ça passe par les meubles utilisés, donc on a ces petits pots, ces petits vases, ces petites jarres qui rappellent un peu cette tradition, hein. On a notre espace vert avec une petite balançoire ici, et là on a des ventilateurs extérieurs. Ces ventilateurs, ça permet, vous savez, souvent quand il fait chaud, je sais que quand on construit à Mayotte ou l'île de la Réunion, souvent quand il fait un peu chaud, souvent on utilise beaucoup des ventilateurs extérieurs. Ça permet de bien diffuser l'air et aussi de faire fuir les insectes, généralement. Donc c'est très important ce genre d'usage. C'est des petits tips que je vous donne comme ça. Franchement, je donne tellement trop de valeur dans ces vidéos que pour ceux qui passent sans mettre le pouce bleu, on va vous attraper. Et donc là, on a l'espace. Attendez, je vais vous montrer sur une autre image. C'est parce que j'aime cette image, c'est pourquoi je reste longtemps dessus. Donc cette image, ça illustre l'espace parking où on vient. C'est un parking qui n'est pas fermé, il est ouvert, semi-ouvert. On peut aussi le fermer sur vos choix, mais c'est vraiment délibéré que ce soit comme ça. Quand on arrive au niveau du parking, vous allez voir là, vous voyez ces types de luminaires. Ce type de luminaire, on a des luminaires en liane avec des luminaires là. Et on a également ce type de logo, ce type de mobilier. Et donc tout ça, c'est vraiment ça qui s'imprègne dans le projet. Le fait qu'on imprègne ça dans le projet, ça donne une identité unique au projet. Forcément, quand tu as ce type de projet qui te rappelle les sources avec ce type de décoration, c'est pas des choses que tu vas voir chez 10 000 personnes. Forcément, c'est des choses qui prennent du temps à concevoir, à réfléchir. Quand on vient, vous voyez là, ce système là, c'est vraiment des meubles intégrés, hein. C'est vraiment une conception en dalle ici. Après, on a mis des coussins. C'est vraiment des petits salons dans la parcelle pour pouvoir se poser si jamais tu reçois des gens, plusieurs personnes, tu organises un événement. Bien entendu, avec un petit budget, on peut faire des grandes choses. Et donc là aussi, c'est pareil, hein. Vous avez vraiment le meuble ici en béton, ça ce sont des poteaux et on met juste des coussins, on a juste posé des coussins. Et voilà, les gens peuvent se poser, boire une petite bouteille de Jack Daniel, hein. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça illustre un peu plus le projet dans son ensemble. Et la couleur, mais elle est juste magnifique. C'est vraiment une couleur qui s'imprègne bien dans son environnement, peu importe l'environnement dans lequel on le met. Ce projet-ci, il a vraiment été pensé vraiment pour. Mais je vais vous expliquer à la fin comment est-ce que vous pourrez vous en procurer. Là, c'est une autre image, je ne vais pas trop commenter, mais c'est simplement ce salon-ci qui est à l'avant. Et donc ici, on a de l'autre côté de la vue, si jamais là-bas on avait le voisin, là on a cet espace où on a des changements de niveau. Donc là, on est dans la maison, on sort, on arrive là, on peut se poser ici, on peut se mettre une chaise, on descend, on arrive sur cet autre niveau et on redescend sur le jardin. Donc c'est vraiment une stratification des espaces. On voit bien ici, on a des spots, on a des LED. C'est vraiment un mélange de plusieurs choses. Et là, on a notre faux plafond ici, qui n'est pas vu, il est vu que quand tu arrives en dessous. Et ça, c'est aussi certains systèmes pour pouvoir cacher, on appelle ça l'illusion, ça fait partie de l'illusion, les amis. Cette image, les amis, ça montre la pergola qu'on a utilisée. Et donc là, vous voyez, vous savez l'espace que j'avais défini au tout début, où j'avais dit que cet espace, ça servirait de pergola, c'est ça. Avec ce meuble-ci aussi qui a été posé, tout ça, c'est pour faire des économies, hein. C'est ce qu'on achète principalement, c'est ça, ça et ça, on les achète, mais le meuble pergola là, ça, c'est vraiment utilisé dans la construction. Au moment où on
construit, c'est où on monte cette chaise et après on pose des coussins et il y a ce type de décoration. Et on est bien, on a toujours des ventilateurs pour faire fuir à la fois les insectes, mais également pour apporter un renouvellement de l'air, c'est toujours très bien. L'un de mes espaces préférés, le cœur de la maison, l'un des cœurs de la maison, c'est cet espace où vous savez, l'espace jour et l'espace nuit se rencontrent autour d'un grand feuillage, un grand potager au centre. C'est juste magnifique cet espace. Sur l'autre projet que j'avais fait une fois sur la Villa Laguna, que j'avais présenté sur la chaîne, là-bas c'était une piscine. Mais ici, on est sur un budget économiquement réduit. On est sur un potager, un jardin, on peut cultiver des tomates, peu importe. Mon autre image préférée, c'est celle-ci. Vraiment, on est dans le cocon. Là, ça vous illustre beaucoup mieux comment est-ce qu'on vit cet espace, comment est-ce qu'on vit les espaces dans ce projet finalement. Comment est-ce que les habitants y vivent? Les habitants y vivent de la manière qui leur sied. En gros, si vous voulez, il y a plusieurs espaces dans la maison. Il y a l'espace de devanture, il y a l'espace où on peut jouer, les enfants peuvent jouer, il y a l'espace pergola. Il y a plusieurs espaces qui ont des identités différentes. Ce qui veut dire que c'est une maison où les gens peuvent sortir, prendre un petit verre, se poser ici, au niveau de la véranda. Il peut pleuvoir, mais l'eau ne passera que à cet endroit, sur ce passage-ci. Les gens pourront sortir comme ceci. Et aussi un passage intérieur qui permet de passer ces espaces. Et franchement, c'est vraiment un cadre de vie de paix. Quand je crée les espaces, c'est pour créer des cadres de vie de paix, que les habitants se sentent bien tous les jours de leur vie. C'est toujours ça ma première préoccupation. Comment est-ce que les gens vont faire pour se sentir bien dans cet espace? Le reste, ça vient après. Mais la première chose, c'est comment est-ce que les gens vont pouvoir s'approprier cet espace. Et vous savez, dans tout ce qui est architecture, dans tout ce qui est population, culture africaine, les gens se rencontrent beaucoup. Les gens se rencontrent, les familles se rencontrent. D'où la nécessité de ce projet d'avoir créé des espaces spéciaux pour des rencontres. Mais non seulement ça, j'en ai diversifié dans le projet. Il y en a dans plusieurs endroits. C'est pour permettre cette notion de rencontre. Les gens peuvent se rencontrer, les gens peuvent discuter. Voilà, c'est vraiment dans cette notion de partage. Vous voyez sur cette image, là, même si il venait à pleuvoir, l'eau ne passerait pas. L'eau passerait que sur cet endroit qui est prévu à l'endroit même de l'espace vert pour pouvoir arroser naturellement cet espace. Donc tout ça, c'est vraiment des réflexions. C'est pourquoi ça prend du temps. C'est vraiment un principe dans lequel on réfléchit au projet de A à Z pour pouvoir avoir des réflexions normales qui aboutissent d'un point A à un point B. Et donc l'espace dont je vous parlais, où il devait avoir l'espace gravier, c'est ici. Mais finalement, on a décidé de mettre un espace où ce serait sablonneux pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir jouer à la balle, de pouvoir s'amuser, parce qu'on a déjà un espace jardin. Donc forcément, ce serait bien aussi d'avoir un autre espace sablonneux juste à côté de l'espace pergola. Donc vous voyez, tous les espaces sont interconnectés, mais avec différentes ambiances. Ça, c'est vraiment une autre ambiance encore. C'était vraiment un projet où je voulais vraiment m'amuser pour offrir le meilleur. Et là, donc, on va voir ici cette statuette dont je vous avais parlé. Je vous avais parlé de ça en amont. Je vous avais dit que c'était une surprise, mais c'est le type de choses qu'on va retrouver généralement dans des projets au standing, dans des projets de luxe, généralement ce genre de projet. J'ai voulu l'incorporer là pour pouvoir s'amuser simplement, pour pouvoir donner cette illusion encore une fois. Même si ça, ce sont des choses, l'unité, ça peut déjà coûter très cher, honnêtement. C'est pas obligé que ce soit là. C'est pas obligé que ce soit précisément là. Mais déjà, ça donne l'image et l'idée à la future personne qui va acquérir ce projet de se dire, ok, je pourrais mettre quelque chose là d'imposant. Et là, j'ai mis principalement l'éléphant parce que c'est un peu le terme un peu de la Côte d'Ivoire aussi, mais pas que pour ça. C'est aussi parce que c'est vraiment un symbole très ancré dans les cœurs de beaucoup d'Africains. Donc c'est vraiment quelque chose qui représente à la fois la grandeur, la domination et la pesanteur de l'espace. Cette image très rapide va vous montrer la profondeur. C'est un espace profond, c'est pas un espace petit, c'est vraiment un espace profond où les enfants peuvent se mettre là, jouer à la balle ou bien jouer avec jouer avec des jouets, toutes ces choses là. Et l'idée c'était d'importer du sable très sableux, du sable très sableux pour le coup, sur la surface pour que ça agisse comme un coussin. Ça, je sais qu'on en trouve beaucoup dans beaucoup de pays tropicaux. Et cette image, ça vous montre exactement les types d'espaces que j'ai voulu illustrer. Là, on a notre toiture en tuiles. On a l'espace vert qui serait principalement à la devanture. Ça, c'est les espaces de service, garage et tout le reste. Là, c'est les petits salons extérieurs. Là, on a notre pergola, l'espace de jeu des enfants avec le dessin. Là, on a notre recul par rapport au mur de clôture. Et tout ça, la maison se passe ici. Le projet de la famille se passe intérieurement à l'intérieur. C'est ancré ici. Et là, on a les vérandas. Donc, il y a vraiment différents espaces. Donc là, on a un espace, on pourrait dire ici également, là et là. C'est vraiment des espaces partitionnés. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de ce projet finalement. C'est pour pouvoir réunir plusieurs ambiances à des points différents et stratégiques. Ce qui veut dire que quand on est dans ce projet, on ne s'ennuie jamais, peu importe l'endroit où on se situe. Une image encore rapide et brève pour vous montrer la pergola. Même la couleur et l'essence de bois de la pergola, c'est été trouvé et mûrement réfléchi par rapport à la couleur des murs de la maison. Et même le choix du mobilier aussi a été réfléchi par rapport à tous ces éléments. Vous voyez, il y a même
même une harmonisation dans le mobilier parce que là on a du blanc, on a du marron, on n'allait pas les mettre du rouge, du bleu, non, on va vraiment rester dans des teintes qui va rappeler une certaine chaleur au projet. Cette image-ci, c'est toujours l'espace où les enfants jouent. Je voulais vous la montrer juste pour vous montrer ce qu'on voit de l'autre côté, c'est la porte d'entrée dans l'espace personnel, dans la chambre du personnel. Hein. C'est vraiment l'espace où il y a la porte d'entrée dans la chambre du personnel. C'était principalement pour vous montrer ça, comme ça, elle sort, elle peut venir par l'arrière ici et rentrer dans le projet, dans la maison. Projet. Et cette image-ci, elle montre ce qu'on voit quand on est sur la véranda de la façade de la maison. Donc ça, c'est le portail d'entrée. Là, on a l'espace dont je vous avais parlé, les espaces extérieurs où on peut se poser, où on peut recevoir les gens se poser. Et on a ce type de luminaire-là, hein, très esthétique et là, on est vraiment dans l'essence même de la décoration, les amis. Là, on est dans l'essence même de la décoration réfléchie. Et pour terminer, je vais terminer sur cette image. Je veux conclure sur cette image. Cette image va me montrer le projet dans son ensemble quand on est vu de drone depuis l'extérieur, où on voit la maison, on voit la toiture et on va voir, voilà, ça c'est la même toiture, c'est le même module qu'ici. C'est vraiment comme si on avait deux projets dans la parcelle. Ça c'est une parcelle potentiellement entre 500 et 600 mètres carrés, cette parcelle, mais ça pourrait être un projet, ça pourrait être aussi indexé dans une parcelle un peu plus petite. Il faudra juste voir les réductions des espaces. Et donc là, quand on entre, voilà, ça c'est le projet, il y a une devanture très imposante. Quand on est dans la rue ici, cette maison, c'est très difficile de l'oublier, ça c'est certain. C'est très difficile de l'oublier. Je vais terminer sur le projet, les amis, avec cette image. Finalement, quand on est à l'extérieur, vous vous souvenez ce que je vous ai dit, on ne voit pas le débordement de la toiture en haut, on voit juste ces calligraphies. On est invité, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi? On est invité, le projet nous invite à aller un peu plus loin. Et donc, c'était pour vous présenter le projet. Et ce projet-ci, c'est le plan ultime clé en main. Vous vous souvenez, en décembre, je vous avais présenté le plan ultime clé en main, un projet que j'avais sorti pour être mis à la vente, pour pouvoir vous livrer un projet clé en main que vous pouvez construire chez vous. Et bien, ce projet-ci, il a rencontré un énorme succès et je me suis rendu compte que c'était énormément de valeur. Là, je vous ai donné des petits trucs, mais je vous ai pas montré tous les détails constructifs et tout le reste pour pouvoir permettre à la construction et à la mise en place de ce projet. Ce projet-ci, il avait été sorti en décembre. Je l'avais mis en vente pendant quelques semaines et ensuite, je l'ai retiré de la vente définitivement parce que il y avait beaucoup trop de valeur délivrée par rapport à ce que vous recevez dans le projet. Parce que le prix de vente, il avait été mis au prix de vente, c'était le prix de vente initial, c'était 1000 et quelques euros, donc on était passé à 800 et quelques euros pour la période de décembre, et j'avais même fait des promotions spéciales pour le décembre à 447 euros, je pense, hein, quelque chose comme ça, et c'était vraiment rien, c'est vraiment une bouchée de pain comparé à ce que vous avez en termes de projet. Figurez-vous que, voilà, je pouvais pas tout contrôler, tout gérer, donc je l'avais réduit, je l'avais retiré de la vente, définitivement, parce qu'il ne reviendra plus en vente. Mais les amis, exceptionnellement, pour la sortie de cette vidéo uniquement, les personnes, donc les 20 premières personnes, je prends que 20 personnes, les 20 premières personnes qui vont m'écrire au mail contact@vitamstudio.com, vous écrivez en mail réservation. Sur le mail, vous allez écrire réservation. Donc, vous écrivez sur le mail réservation. Ça vous donnera accès à la réservation du projet. Et la réservation à l'achat, c'est-à-dire que vous aurez un délai de 5 jours à compter du moment où sort cette vidéo pour pouvoir envoyer votre mail réservation et ensuite envoyer les fonds pour pouvoir avoir accès individuel à ce projet. Quand vous avez accès à ça, ce sont des plans qui peuvent vous permettre de construire, de réaliser votre projet si vous voulez construire. Ça concerne les personnes qui ont un terrain de 400 mètres carrés, un terrain de 500 mètres carrés et surtout ceux qui ont un terrain entre 500 mètres carrés et 600 mètres carrés. Ça concerne aux personnes qui n'ont pas beaucoup de budget mais qui ne peuvent pas non plus se prendre un accompagnement avec moi. Mais un accompagnement avec moi, c'est pas vraiment une question de budget, c'est surtout une question de projet. Ça concerne aussi les personnes qui veulent construire une maison familiale de 2 chambres, exactement comme intitulé sur le projet de 2 chambres, avec une architecture unique. Ça concerne uniquement ces personnes. Si vous vous sentez concerné, vous écrivez à contact@vitamstudio.com. Vous expliquez un peu le projet pour qu'on voie si vous rentrez dans les correspondances. Et si vous êtes parmi les 20 premières personnes qui écrivent et qui réservent leur accès au projet, ensuite, une fois que vous réservez votre accès au projet, on vous indique la procédure, vous prenez le projet, ensuite, voilà, ce sera votre projet pour un prix dérisoire, mais vraiment dérisoire. Et ça, je les sors, je la réouvre un peu, entre guillemets, je la réouvre pas en ligne, parce que si je la réouvre en ligne, il y aura trop d'accès, je pourrais pas contrôler l'accès. Donc là, l'accès, c'est seulement pour les personnes qui vont écrire le mail, comme ça, on saura pour les 20 premières personnes à la sortie de cette vidéo. Ensuite, là, le projet sera définitivement fermé, on ne reparlera plus jamais, j'en ai parlé juste pour vous illustrer le projet de l'architecture africaine. Donc c'est pour être un peu plus généreux et pouvoir revoir le projet, parce que j'avais eu beaucoup de messages des gens qui me disaient oui mais le projet tu l'as fermé, voilà c'est dommage. Là je vous l'ai délivré
et je l'ouvre uniquement à 20 personnes. Donc, si jamais vous êtes parmi les 20 personnes, c'est une bonne chose. Et si jamais ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter. Mais pour toutes les autres personnes qui veulent prendre un accompagnement pour un projet personnalisé, pour un projet individuel, parce que ce projet n'est pas personnalisé, c'est comme ça, comme il est, c'est comme il doit être construit. Ensuite, vous avez mon accompagnement pour les projets personnalisés. Vous voulez construire une maison, une villa, un R+1, un R+2, peu importe le projet. Le lien est en description, vous prenez rendez-vous. Ensuite, le rendez-vous, ça décidera, c'est à vous de décider la date du rendez-vous. On discutera avec moi-même en personne, en visioconférence. Je prendrai votre cahier des charges, un peu comme ma cliente actuelle. Je prendrai votre cahier des charges. Ça veut dire que ce que vous voulez que je mette dans votre projet. Ensuite, à ce moment-là, je vous ferai des propositions et on avancera pour vous proposer le meilleur projet de votre vie. N'oubliez pas, les projets, ça se conçoit à l'avance. Il ne faut pas venir décider le dernier jour avant, oui, voilà, moi je construis le mois prochain, je veux faire des plans d'ordre. Ça se conçoit à l'avance, peut-être même 1 an, voire 2 ans avant de pouvoir avoir l'argent pour pouvoir construire. Ça se fait en avance. Autre chose, c'est que plus vous attendez longtemps, plus les places se ferment avec moi parce que il y a beaucoup de flux, des gens qui veulent être accompagnés et on ne peut pas prendre tous les dossiers. On ne sélectionne que les dossiers qui sont parmi les meilleurs dossiers et les gens qui veulent vraiment être accompagnés pour leur projet de construction. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous pour réserver votre appel. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, les amis, faites-le savoir par des pouces bleus et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. L'objectif de cette année, c'est d'atteindre le maximum de 50 000 abonnés. Ça sera vraiment un plaisir et un grand cadeau que vous me ferez, les amis. Donc abonnez-vous au maximum et ensuite on produira encore plus de projets similaires sur la chaîne. C'était Sagesse Boutou. J'espère que cette vidéo vous l'avez aimé. On se dit à la semaine prochaine, ma foi, pour une vidéo encore plus croustillante. À bientôt. Et j'ai oublié, pour les gens qui veulent simplement la décoration, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Le lien est en description. C'est un livre qui vous aide dans vos projets de décoration, d'aménagement des espaces. N'oubliez pas, tout est dans la description. Peu importe le projet que vous voulez. Si vous voulez le mail, c'est contact@vitamstudio.com. On se dit à bientôt.